Retour sur le plateau, madame, monsieur. Si vous nous rejoignez en l'instant, c'est Equinox Soir, deuxième partie, toujours en compagnie du docteur Louison Essomba, René Stéphane Ngoué, Charles Ndikam et Edouard Fauchivé. Edouard Fauchivé, on peut dire ouf? Oui, ouf pour cette CAN. Vous savez, j'étais de ceux qui se disaient que l'échec de cette organisation, de ce rendez-vous de donner et de recevoir, pouvait faire en sorte que le Cameroun soit complètement rayé de l'histoire. Je croyais que, j'avais pensé et je crois qu'il est tout à fait donné à la jeunesse camerounaise de rêver. Et si on refuse à cette jeunesse montante de rêver, c'est que on aura beaucoup à rendre à l'histoire. Je voudrais prendre pour exemple le chant organisé dans la zone du sud-ouest. Oui. 2 semaines avant, on a eu des menaces disant qu'on ne pouvait pas participer. Oui, justement. Et le premier match a permis à la jeunesse de ce coin. J'ai vu le flux parti de Buya pour aller à Limbé. Et la jeunesse n'avait pas peur de ce qu'il y avait. Autrement dit, on a fermé tout ce qu'il y avait comme des revendications internes pour accueillir maintenant nos hôtes et permettre à la jeunesse, parce qu'à l'intérieur de ce coin de Limbé, de Buya, sortiront peut-être un Roger Mila ou bien Neto. Et si on refuse donc à cette jeunesse de voir et surtout avec cette logistique sportive sortie du sol, qu'on peut accueillir des autres, là on aura beaucoup à expliquer à cette jeunesse. Et je crois que maintenant que tout est fait, il ne faut pas s'arrêter. Oui. Parce que la jeunesse de Garoua a besoin de rêver. La jeunesse de Bafoussa a besoin de rêver. La jeunesse de Douala, la jeunesse donc du centre-sud. Bref, la jeunesse du Cameroun a besoin de rêver et de voir ce rendez-vous de l'histoire. Donc maintenant, mettons-nous ensemble pour que ceci devienne quelque chose de fort où on n'aura plus de partis politiques. Oui. On aura un Cameroun qui sera derrière son équipe nationale, comme on est derrière l'équipe de handball qui est en train de passer en demi-finale. Et chaque fois que le drapeau vert ou jaune flotte, il faut taire les dissensions et conjuguer le verbe ensemble. Voilà. René Stéphane Ngoué, vous êtes doublement satisfait, suivez mon regard. Surtout que c'est son dada de tous les jours. Voilà. Bon, mais moi, en tant que Camerounais et en tant que... 3 points suspensifs. Merci. Oui. Mais pour rester politique, oui, je n'avais aucun doute. Je n'avais aucun doute. C'est vrai, il y avait plusieurs éléments alarmistes par rapport au management tatillonnant de notre gouvernement, mais tout prêtait à croire que nous sommes capables d'organiser une CAN. Les Camerounais sont aujourd'hui dans une situation où, critiquant leur gouvernement, rejetant l'action gouvernementale, oublient l'essentiel. C'est que nous sommes d'abord des Camerounais. Oui. Et que cette CAN que nous allons organiser, nous devons être doublement fiers. Tout à fait. La CAN s'est organisée dans des pays qui n'avaient pas le dixième de ce que va offrir au Cameroun. Ouais. Toutes les exigences, les nouvelles exigences de la CAN commencent avec le Cameroun. Le nombre de pays participatifs a augmenté avec 16, le Cameroun, 24. Etc., etc. La crise du Covid, mais ceci dit, il faut, au-delà de ceux qui lisent les lettres dans les enveloppes, qui disaient qu'il n'y aura pas CAN et que ce soit la nouvelle soit enfin officielle, parce que les gens ne savent pas comment ça se gère le projet. Avant cette communication officielle, il y a eu une signature d'accord entre l'État du Cameroun et la CAF. Avant le glissement de la date, il y a eu la signature d'un accord entre la CAF, dont les gens qui sont dans le couloir de ce que c'est la CAN savaient que sauf un fait majeur extraordinaire, il était impossible qu'on retire de nouveau la CAN au Cameroun. Je terminerai donc en disant que ce sont donc des trompettes, que résonnent donc des youyous des femmes, que l'union sacrée s'élève donc pour accueillir cette fête de la jeunesse, qu'on essaye pour une fois de se dire
Monsieur Biya et les autres passeront, le Cameroun restera. Est-ce que vous pouvez empêcher aux Camerounais d'avoir des doutes quand on nous dit que Garoua a un problème d'hébergement, quand on nous dit on parle d'Olembe tout le temps, vous ne pouvez pas empêcher les Camerounais de se poser des questions. Moi, je ne parle pas de doute. Oui. Je suis à la première ligne lorsqu'il s'agit de critiquer l'action gouvernementale, de faire des revendications, de dire que le stade d'Olembe, à date, ne devait pas nous coûter ce qui nous coûte aujourd'hui, de deux, ne devait plus être en chantier. Je suis à la première ligne. Voilà. Mais mon propos s'adresse surtout à ceux qui pensent que si la CAN s'organise au Cameroun, ils n'auront plus aucune chance d'accéder au pouvoir. Il y a des gens qui complotent tous les jours. Tu parles de Njikam, ça? Non. Ça ressemble. Il ne s'agit pas. Non. Aucun parti politique au Cameroun n'est dans cette lignée-là. Moi, parce que moi, je ne lis les partis qu'à travers les déclarations publiques. Il ne me semble pas que le parti de M. Njikam a fait une pareille déclaration, donc je ne peux pas les attribuer. Mais j'ai lu que, ok, on n'a pas d'hôpitaux, pourquoi organiser la CAN? Voilà. Et on n'a pas d'école, il n'y a pas de route. Il n'y a pas de route, pourquoi? Ça, c'est Njikam, ça. Moi, ce n'est pas... ça ne mène pas des partis politiques ou des états-majors de partis. Et mon grand frère Edouard Fauchivé a dit ici, il ne faut pas qu'on écoute les gens de la deuxième division lorsque la Champions League est là. Pour qu'une information soit officielle, il faut que ce soit l'état-major de MRC qui le dise. Je ne vais pas puiser les rumeurs des réseaux sociaux ou les manipulations des réseaux sociaux pour l'attribuer à M. Njikam. Non. Donc, moi, je continue à dire, nous aimons tous le Cameroun. Tous les partis qui concourent à la conquête du pouvoir au Cameroun aiment le Cameroun et ne peuvent pas comploter contre le Cameroun. Par contre, il y a une classe de Camerounais qui naît aujourd'hui, qui pense que le Cameroun se confond à mon grand frère Edouard Fauchivé parce qu'il est aux affaires. Non, je refuse. Je suis dans le domaine du marketing et j'ai la fierté d'avoir en face de moi le professeur qui est également un publiciste. Il est facile de détruire la notoriété d'un produit, mais très difficile de la construire. Lorsque on parlait du Cameroun, on parlait du pays de Roger Mila, on parlait du pays de Samuel Eto'o, on parlait du pays de Yannick Noah, on parlait du pays de Manu Dibango. Aujourd'hui, on parle du Cameroun en termes de corruption, on parle du Cameroun en termes de gabégie, on parle du Cameroun en termes de consommateurs d'alcool, parce que le malheur a voulu que M. Edouard Fauchivé nous prenne en management. Il faut quand même qu'on interroge nos systèmes managériels, qu'on interroge qui doit parler au nom du Cameroun. Moi, j'étais un peu spéculatif de voir que pour démentir le fait qu'on pourrait retirer la CAN au Cameroun, que ce soit le ministre qui prenne la parole. Si c'est l'État qui doit répondre à cette préoccupation, il y a un porte-parole du gouvernement. Si c'est la fédération camerounaise qui a présenté le dossier du Cameroun, parce qu'il faut savoir que l'État du Cameroun n'a pas présenté une candidature pour organiser la CAN, c'est la fédération. Donc c'est la fédération qui doit aujourd'hui communiquer. Mais comme nous sommes dans une cacophonie gouvernementale, je ne cesserai de le dire, tout le monde fait n'importe quoi, n'importe quand et à n'importe quel moment. Et c'est ça le malheur du Cameroun. Charles Njikam, c'est fini. Je vais remercier mon prédécesseur en parole parce que, très cher jeune frère aussi, Monsieur Ngoué, tu as pu faire en sorte qu'Edouard Fauchivé soit attentif. Et qu'il, même s'il n'a rien dit, qui ne dit mot consent, arrêter de véhiculer ces rumeurs et cette façon de penser qui voudrait faire de certains Camerounais des Camerounais à part. Ah, c'est vous qui vous excluez. Hein? Je m'excuse, c'est moi qui suis en train de parler. J'ai écouté religieusement mon compatriote tout à l'heure. Tu n'es pas plus Camerounais que moi, toi, Edouard Fauchivé. Ce que je voudrais que tu comprennes, c'est que tu n'aimes pas le Cameroun plus que moi. Voilà. Simplement, ce qu'on te reproche à toi et au tien, c'est que nous vous avons confié notre pays depuis 40 ans, pour ne parler que de ton champion actuel. Et si sur un plateau, nous sommes obligés d'évoquer tout ce dont il parle là, c'est de votre fait.
Nous ne devrions plus parler de ça, nous devrions nous plaindre de ce qu'il n'y a pas encore suffisamment de panneaux. Nous devrions revenir sur le fait que même le CHAN qu'on a organisé n'a pas été organisé de la manière dont il aurait fallu. Où est-ce que tu as vu de la ferveur populaire? En 72, peut-être tu étais encore au village, moi j'étais à Douala. Mais en 72, moi je sais ce qu'a donné la CAN au Cameroun, organisée par celui que tu connais. Et nous en sommes encore loin. Alors, je dis, 62 ans cette année révolue, M. Edouard Fauchivé. Encore autre chose? Voilà. Donc, je voudrais juste dire que il faudrait que, oui, parce que grâce à ses camarades, il n'est pas encore à la retraite, sinon il devrait y être. Je voudrais dire que, en fait, jamais, moi personnellement, et je le dis souvent, je n'ai pas attendu la MRC pour apprendre à penser. Hein? Je suis né comme je suis né, doté d'un minimum d'intelligence. Donc, et c'est pas le MRC qui va m'inculquer le patriotisme ou pas. Je suis arrivé tard, m'inscrire en politique, il y a 2 ans seulement. Mais avant ça, je pensais déjà. C'est pour ça que je suis assis sur le plateau avec toi là. C'est parce que je suis déjà, tu vois, je comprends vite, je percute vite. Oui, mais tu as mal choisi. Non, ça c'est ton avis. Tu as choisi. Ce que je voudrais dire, nous aurions aimé ne pas en passer par tout ce par quoi nous sommes passés, qui a été très bien récapitulé tout à l'heure. Mais je veux dire une chose, nous allons nous y mettre tous. Mais il faudra que ça se termine comme 72 s'est terminé. C'est-à-dire que j'espère que d'ici la fin de la CAN, on en aura fini avec le scandale de la Covid, on aura situé les responsabilités et puni ceux qui devront l'être, et que juste après la CAN, quand les étrangers seront partis, comme en 72, on nous dira qui a fait quoi avec notre argent. Ouais. Mais d'ici là, vraiment, nous y mettrons vraiment tous. Bravo, voilà. Bravo. Vous dites? Bravo. Vous dites bravo à Charles? Oui, je dis bravo parce que nous voulons que ce qui s'est passé en 72, parce qu'il y a des fautifs. Il faut, ce qui mine ce pays, c'est l'absence de sanctions. Non, il y a la présomption d'innocence. Hein? Oui, la présomption d'innocence, quand un stade nous coûte des milliards de francs. Vous êtes pas le juge. La présomption d'innocence. Oui. Le ministre de la Communication. Je n'ai pas condamné un individu. Encore que cela n'a même pas encore été. Je ne condamne personne. Voilà. Je déplore à quel coup les stades ont été conçus. Parce que vous faites déjà l'analogie avec 72, dont vous voulez que on coupe les têtes. Oui, est-ce qu'en 72, on a coupé les têtes pour rien? En 72, les faits ont été établis et les coupables punis. Mais là, les faits ne sont pas encore établis. Mais justement, voilà pourquoi je dis... C'est ce que je dis, c'est qu'on fera comme en 72, on fera le point. À la fin de la CAN, une fois les étrangers partis, on fera le bilan. Voilà. Et c'est pour ça que je dis bravo. Parce qu'un projet sans fin n'est pas un projet, c'est un éléphant blanc. Ok. Voilà. Docteur Luisin Somba, c'est une bonne nouvelle quand même. Hein? Ça, j'ai passé par... parce que je me souviens encore de cette... Docteur Luisin Somba, c'était le 30 novembre 2018. Il était 19h17. J'annonçais qu'on nous avait retiré... Sans vouloir te prendre la parole, j'aurais aimé également qu'on apprenne une chose. Et c'est encore au premier d'entre nous que je m'adresse. Quand il prend sur lui de venir s'adresser à la nation tout entière pour dire que cette CAN aura lieu le jour dit et que par la suite elle glisse, ce père de famille aurait dû revenir et dire: mes enfants, vraiment, ce que je vous avais dit là, il va y avoir quelques difficultés, mais nous allons ensemble essayer de résorber. On ne peut pas sortir quand on veut. Et, je veux dire, s'il est ce qu'il est, c'est nous qui l'avons fait. Donc il faut qu'il nous renvoie ça. Non, c'est pas la rue, c'est pas la rue. C'est parce que toi tu le prends pour un dieu. Comme le ministre Biloumpat vient de dire... Il est alors venu. On l'a même envoyé à l'artisanat maintenant parce qu'il n'est pas venu. C'est l'antichambre de la sortie. À la culture. Oui, c'est pareil, tout ça. Oui, Serge Alorto, vous savez, le Cameroun était devenu la risée du continent. On nous a passé tous les mots d'oiseaux, les murs, les non-murs et autres. Vous savez, s'il y avait encore un autre glissement, je parie que peut-être le Cameroun allait disparaître. C'est ce que j'ai dit. Et je pense qu'il faut, d'ici là, on peut contester la cherté de nos stades. Ce qui est normal. Mais reconnaissons qu'aujourd'hui, on vient de soulever un flambeau, l'organisation de cette CAN tant attendue. Et Serge Alorto, je vais lever le curseur en indiquant que le président de la République doit prendre 2 actes forts. 2 premiers actes avant la tenue de la CAN et un autre acte que je suis sûr qu'il prendra, qui sera historique. Le premier acte avant la CAN va consister
puisqu'il s'agit désormais d'une union sacrée qu'il faille faire, je propose, toujours, vous savez, ma main tremblante à l'endroit du président, de réunir tous les leaders de l'opposition, de les accueillir au palais, parce que c'est l'union sacrée, de procéder à la relaxation de tous les enfants qui ont marché le 22 septembre. Parce que là, ce sera un acte fort du président de la République qui va viser non seulement à apaiser la situation sociopolitique, mais aussi à dire à ses enfants camerounais, comme lui-même l'avait dit, vous vous êtes trompés, voilà, maintenant nous avons une compétition qu'il faudrait qu'on puisse la remporter étant chez nous. Maintenant, je suis certain qu'après la CAN, le président prendra un acte historique, mais que je ne voudrais pas dire ici. Parce que quand on regarde l'échelonnement des événements, on se rend compte que autour de cette CAN, il y a certainement des actes forts qui méritent d'être pris. Donc, les 2 actes avant la tenue de la CAN, voilà ce que je les ai évoqués, mais après la CAN, on attendra. Oui, mais le prof, il faut toujours rester bantou. Hein. Je suis d'accord avec le premier acte qui consiste à mettre autour, à fédérer toutes les énergies. D'ailleurs, je l'ai dit, il faut décrisper l'atmosphère. Mais il faut dire, puisque tu es rentré dans le concept politique, il faut dire comme un bantou, quand un bantou tombe, il ne prend pas la poussière pour manger, il se dit j'ai cogné le pied où. Donc il faut bien le dire. Et dire donc que ceux qui ont tendance aujourd'hui à porter, à dénigrer aujourd'hui le concept de l'amour et de l'image du pays, arrêtent. Autant il faut faire ce que tu as dit, autant il faut dire à certains que conjuguons le verbe vivre ensemble. Quand on conjugue le verbe vivre ensemble, on ne se lève pas un matin toujours pour marcher. On a trop marché. Et nous, dans le domaine de la logistique portuaire, nous disons que chaque fois qu'il y aura des grèves dans la donne portuaire, la productivité portuaire affectera l'économie nationale. Voilà ce que nous disons. Parce que le concept de la rentabilité portuaire est basé sur 2 notions. Les ressources humaines et le matériel. Et donc, tant que nous n'aurons pas, nous allons continuer à marcher pour marcher au moment où on est en train de dire fédérons nos énergies pour accueillir les gens, ça ne va pas marcher. Voilà ce que je peux dire. Je suis d'accord avec cet acte. Docteur Luizon Essomba, avant le journal, on parlait de ces 2 notions. Le président Biya qui est Premier ministre entre 1975 et 82, mais à côté, il y a un secrétaire général, Samuel Eboa. Aujourd'hui, on a un Premier ministre, Chief Dr Joseph John Gouté. À côté, on a ministre d'État, secrétaire général à la présidence de la République, Ferdinand Ngongo, qui a reçu délégation de signature le 5 février 2019. Est-ce que les 2 époques sont comparables? Je parlais tout à l'heure de secrétaire général fort. Pas du tout. Pas du tout. Et je pense qu'il y a un échelonnement qu'il faut suivre. Vous savez, parmi les secrétaires généraux qui ont été puissants, il y avait Samuel Eboa, il y avait Joseph Orona, il y a Titus Edouard, Atan Almebara. On ne l'ignore pas, parce que même quand on arrête Atan Almebara, la République veut se renverser. Parce qu'on estime que c'était un demi-dieu, le vice-dieu de la République qui s'est fait prendre. Donc vous voyez que les époques ne sont pas les mêmes. La question de la délégation permanente des sénatures, c'est depuis 1975 sous Samuel Eboa. Et je vous ai toujours dit quel est mon sentiment en tant que technicien de droit par rapport à ces notions. On ne peut pas être en présence d'une délégation permanente de signatures. Non. C'est-à-dire qu'on a soit une délégation de signatures, soit une délégation de compétences ou de pouvoir. Donc, voilà ce qu'il faut indiquer. Alors, le terme permanent... Oui, le terme permanent... s'ajoute... Oui, le terme permanent ici nous renvoie plutôt à une délégation de pouvoir qu'à une délégation de signature. Donc, il faut enlever permanence. Parce que le caractère permanent de la délégation ne peut se rattacher qu'à une délégation de pouvoir ou de compétences. On ne peut pas rattacher un caractère permanent à une délégation de signature. Donc voilà la précision qu'il faut faire. Donc je pense que si l'occasion nous est donnée un jour de corriger cette clause de style, on va la corriger. Parce qu'en fait, le président, le test est clair. Le président transmet sur délégation au Premier ministre et aux autres membres du gouvernement. Vous voyez donc, ce qui fait que la clause de style délégation permanente de signature ne peut pas coller dans un cadre où on vous dit la délégation se fait de manière expresse, qui peut donc être soit des signatures, soit de compétences, ou encore une délégation de représentation. Alors, le problème qui est posé aujourd'hui dans les tests, et je viens de le découvrir, c'est que la Constitution rend obligatoire la tenue du Conseil des ministres. Voilà. Mais c'est le décret, c'est-à-dire l'instruction de 98
qui vient le rendre facultatif. Vous voyez, article 10 alinéa 1er. Or, une volonté présidentielle ne peut pas être au-dessus de la volonté du constituant. Donc voilà un élément qu'on peut relever, puisque je vous ai dit tout à l'heure, l'article 10 alinéa 1 dit le président de la République préside le conseil ministériel. Or, un décret qui vient d'une instruction ne peut pas remettre en cause une constitution. Donc cela veut dire qu'en fait, le seul problème qui est posé, c'est que la constitution n'est pas allée au bout en précisant une périodicité normale de tenue de ces conseils des ministres. Voilà, je reste avec vous, Edouard Fauchivet. Vous avez bien commencé l'émission. Le ministre secrétaire d'État est membre du gouvernement. Il faut le rappeler, c'est votre camarade qui le disait ici. Ce n'est pas le ZAN que vous avez en tête, c'est plutôt le ZAN que vous avez en tête. Okay. Vous me semble compris. Pas le ZAN comme vous avez dit, deuxième division, non, c'est pas lui qui avait dit ça. C'est voilà. C'est le gars de Edouard Fauchivet. Oui, c'est celui de la Champions League. Peut-être ça avait glissé. Edouard Fauchivet, le secrétaire général, il est ministre d'État dans un gouvernement dirigé par le Premier ministre. Mais lui, il a délégation permanente de signature. Est-ce qu'il faut encore revenir dessus? Est-ce que ça ne dérange pas? Non, le spécialiste, ça ne sert plus à rien de revenir. Le spécialiste l'a dit. C'est-à-dire que, et vous savez, ces hommes de droit, et quand vous avez fait le droit, vous êtes comme les... Comment je peux dire, ceux qui pédalent le vélo. C'est-à-dire vous pédalez au même niveau, mais il y a toujours quelqu'un qui pédale plus que vous. C'est ça l'homme du droit. Il y a toujours une virgule qui peut venir changer. Donc, il vous dit, permanente, vient donner une notion de suprématie. De pouvoir. Donc, il faut juste enlever tous les secrétaires généraux, et il a bien cité, d'ailleurs, presque tous les secrétaires généraux ont toujours eu cette délégation. Et on a cité quelques figures emblématiques qui ont donc géré. Mais je pense que, je l'ai dit tout à l'heure, c'est un style de gestion. Et propre au président Biya. Si, c'est lui le patron de l'exécutif. Mais maintenant, ce que nous devons chercher à comprendre aujourd'hui, c'est que si ça ne scie pas aujourd'hui aux résultats attendus, ils reviennent donc à nous. Et c'est là où les partis politiques doivent contribuer, n'est-ce pas, à l'imagerie gouvernementale, à participer à la donne gouvernementale. Et c'est pour ça que je suis toujours contre ceux qui ont tendance de critiquer pour critiquer. Et c'est pour ça que je fais la fleur ici, donc, aux nationalistes, pour dire, lorsque nous avons commencé la politique dans les années de 1980, on se basait toujours sur l'éthique donc des UPCistes, parce que c'était une école. Et donc, je pense que les partis politiques doivent être des écoles de formation. Ça, c'est très important. Parce que... Il y a ce qu'on appelle l'école de cadre. Non, c'est au-delà d'une école de formation. C'est-à-dire que, vous savez, quelqu'un a dit l'autre jour qu'on ne peut pas être un parti, par exemple, socialiste pour défendre, par exemple, de fixer mon regard, pour être toujours avec des gens de droite. C'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Donc, c'est à l'école, c'est quand on est dans le cercle de l'école de formation politique qu'on s'est dit, nous sommes dans tel parti parce que nous défendons ceci. Et c'est si important. Donc, il faut faire attention aujourd'hui à cette évolution, n'est-ce pas, d'hommes politiques qui vient seulement avec l'idée de « je vais aller à étudier ». Non, on peut aujourd'hui participer, n'est-ce pas, à l'évolution de son pays en étant maire, en étant un élu local, etc. Donc voilà ce que je vais dire. Il faut participer aujourd'hui plus que jamais. Parce que lorsque nous aurons des partis politiques forts de l'opposition, la voix aujourd'hui sera très bien entendue pour corriger. Parce que c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. Lorsqu'une source énergétique vient d'une centrale, elle est puissante. Mais lorsqu'elle passe à travers les subdivisions, ça arrive toujours beaucoup plus faible. Et c'est pour ça que dans l'évolution de la démocratie que nous nous sommes donnés, et que le président national du RDPC, président de la République, a dit « je veux laisser un Cameroun où on parlera de démocratie », il faut que les partis viennent aujourd'hui pour apporter une contribution. La contribution, ce n'est pas de diriger. La contribution, c'est de voir et de dire « attends » pour que les choses changent. Et je crois qu'aujourd'hui, vous qui êtes
ce pouvoir en arrière-plan, on peut dire aujourd'hui que la liberté d'expression est une vérité aujourd'hui, mais pourvu que cette liberté d'expression aujourd'hui apporte une contribution dans l'évolution démocratique. Voilà, on va terminer avec ce qui s'est passé au bac. Je veux avoir vos avis. Vous suivez le débat des candidats au baccalauréat. 4 matières, ils disent qu'ils ont été interrogés pour l'examen sur des faits qu'ils n'ont pas appris pendant 9 mois. APC contre APO, approche pas, objectif. Bon, c'est la débandade, c'était la débandade. Même les enseignants se plaignent. Votre avis, on veut écouter la voix du ministre ou bien le directeur de l'office du bac. Personne jusqu'ici ne s'est prononcé. Et écoutez, pour qu'on se prononce sur un sujet, il faut avoir tous les tenants et les aboutissants. Vous n'êtes pas au fait de cette actualité? Je suis au fait de cette actualité. Pourquoi ce sujet se retrouve là? Oui. Comment on a préparé des élèves pour affronter? Oui. Je n'en sais rien. Donc il m'est difficile de faire une analyse sur le sujet. Parce que l'éducation aujourd'hui est orientée vers la recherche. Oui. Je ne sais pas, est-ce que au-delà de ce qui est enseigné à l'école, on a orienté des élèves vers des recherches et que ce sujet-là réponde à cette problématique de recherche. Donc il est difficile de réagir sur un sujet aussi sensible à chaud. Mais comme nous sommes en train de clôturer l'émission, oui. Permettez-moi de rassurer mon grand frère Edouard Fouchi. Vous avez parlé de l'UPC au passé, non? L'UPC. Non, je n'ai pas dit au passé. Oui, vous l'avez dit qu'à l'époque. Oui, je parle de la permettez donc que je passe. On a pris du temps. Je voulais vous rassurer que l'UPC reste vivante. Et la preuve, je suis en face de vous, sur ce plateau, et nous sommes en pleine concordance. Je vous prends un exemple que nous ne sommes pas seulement un parti de lamentation, nous sommes un parti de proposition et d'action. Par exemple, pour le Covid, on sait qu'en ce moment, le gouvernement peine à sensibiliser les Camerounais sur la vaccination. L'UPC qui n'est pas au gouvernement, l'UPC que vous voulez à tout prix écraser, éclater avec 1000 secrétaires généraux, le secrétaire général de l'UPC élu au Congrès, Pierre Balekenkout, a tenu une réunion pour appeler ses militants à se vacciner et pour se faire lui-même se vacciner aujourd'hui à l'hôpital de Yobéima. Félicitations. C'est pour vous dire que dans ce pays, le parti politique qu'on appelle UPC, partout où il faut le drapeau camerounais, l'UPC participe. Vous pouvez ne pas prendre en considération nos propositions ou nos actions, mais nous agissons. Lorsqu'il y avait le CHAN, nous vous avons proposé avec nos propres matériels qu'à la fin de chaque match, nous pulvérisons gracieusement les stades pour que le virus ne circule pas. Nous sommes encore à même de vous le dire. Vous êtes un mandataire du comité central. Allez dire à votre comité central que l'UPC, malgré tout ce qui est fait, nous resterons vivants et nous nous battrons pour ce Cameroun. La patrie ou la mort, nous vaincrons. Félicitations. Charles Dikam, d'abord sur le BPC et sur le bac 2021. Sur le bac, écoutez, je suis étonné que Madame la ministre fasse preuve d'économie de parole, parce que imaginez-vous un petit peu la situation de ces parents qui se demandent si leurs enfants vont aller en vacances ou pas, entre le fait qu'on se démobilise au fur et à mesure que les jours passent, même si on devait donc leur remettre des épreuves, si ça se fait 3 semaines après, et que pendant ces 3 semaines-là, ils ont été sur le qui-vive, et que pour les 9/10e, ils ne sont pas restés le nez sur les bouquins, qu'est-ce que ça va donner? Donc c'est encore... j'ai entendu parler tout à l'heure de communication, au lieu que le professeur Famendongo, chaque fois que Kamto écrit, il va derrière, il fait une thèse. Donc, voilà maintenant, René Sadi, il sort là où ça ne le concerne pas. Voilà là le moment idoine. Cette dame aurait dû prendre ses responsabilités parce que c'est son département ministériel. Et là dans la même semaine, on aurait dû avoir une décision, un cap, pour que les parents sachent à quoi s'en tenir. Là, ils sont sur le qui-vive. Et il ne peut en résulter que du mal, parce que probablement que même ceux qui auraient été en mesure de composer correctement ne le seront plus, parce qu'ils auront été démobilisés. Et il suffit, tous pour les 3 quarts, hein, depuis 3-4 mois, ne sortent pas le nez des bouquins.
Tout à fait. Là, tout d'un coup, pendant 3 semaines, ils font plus rien. Ils attendent. Ils ne savent pas si ce sera du lard ou du cochon. Et on les remet face à des copies. Ils font comment? C'est ça le problème. Oui, donc, il y a une anticipation, il y a une communication. Je partage votre avis. Oui. Je partage l'avis de René, je partage l'avis de Charles. Vous savez, et Charles, je ne veux pas mettre ça dans une phase politique. Oui. Non, ça c'est nos enfants. Non, je dis qu'il faut sortir du cadre politique. Vraiment, c'est pour ça que j'ai dit, et je voudrais m'excuser René, peut-être tu ne m'as pas compris, j'ai toujours eu pour philosophie de modèle. Oui, il a dit que quand il commençait en 80, je ne parle pas du passé. Je le dis encore ouvertement. Je le dis encore. J'ai toujours parcouru les documents de l'IPC parce que ça façonne le cerveau de la nationalité, du principe, du nationalisme. Ça apprend au Camerounais qui il est, d'où il vient. Je parle de moi. Ouais. Et ce nationalisme, je l'ai développé du domaine portuaire. Voici ce que j'ai dit. Et je me suis basé sur la philosophie de Oumniobé. La façade maritime est une chance naturelle de développement. Oui. C'est parce que je l'ai lu. Et je le dis donc. Et ça m'a permis d'écrire. Et pour dire que ce qui nous appartient, on ne doit pas nous l'enlever avec force. La preuve, fixer le regard, le terminal conteneur aujourd'hui est devenu camerounais et ça marche. Donc je le dis. Et je voudrais donc dire à Charles que non, ce n'est pas politique. C'est que nous disons, et là maintenant je veux porter la cassette maintenant d'un enseignement du supérieur et de parents. C'est très grave. Je crois qu'il va entrer dans ce domaine. Vous ne pouvez pas nous préparer une jeunesse pour l'enseignement supérieur divisé à moitié. Et je veux vous dire plus loin, je suis de ceux qui pensent depuis pratiquement 5 ans qu'il faut changer la donne du baccalauréat. Le baccalauréat ne doit pas être un diplôme de passage pour l'enseignement supérieur, ça doit être un diplôme de valeur. Ça veut dire quoi? Nous avons des universités aujourd'hui et il faut calculer la capacité d'absorption des universités et la capacité maintenant de producteurs que sont les enseignants. Vous ne pouvez pas faire en sorte qu'il y ait 20 000 bacheliers à l'extrême nord lorsque la capacité d'absorption de l'université de Maroua, c'est 5 000. Il faut donc dépasser ce concept et trouver ce que nous appelons aujourd'hui une surface de corrélation entre les universités pour que les universités cette année disent nous avons capacité de 30 000 à recevoir. On prend donc 30 000 bacheliers. Donc qu'un bachelier de 14 de moyenne rate parce que celui, il y a trop de 15. Nous aurons donc la matière, une forte matière pour préparer les enfants au décollage. Parce que ce que nous venons de... Ce que vous avez dit, Serge, ça veut dire que de deux choses comme Djikama dit, soit les enfants sont démobilisés et vont composer dans la base négative, soit on va donner les notes aux enfants, et puis Essomba va donc se mettre, Luçon va se mettre à former des gars dans le droit qui n'ont pas la capacité d'écoute. Donc je dis donc que ceci, au-delà du truc politique, il faut qu'on pose ce problème sur la table pour comprendre qu'il ne faut pas seulement communiquer, il faut maintenant trouver une solution pour que ce genre de choses n'arrive plus. Les inspecteurs nationaux ne peuvent pas aujourd'hui poser les épreuves sur la table pour que les enfants qui sortent de classe se disent que nous n'avons pas vu ça. Voilà. Ça ne se fait pas. Je le dis devant un permanent. Quand nous composons au niveau de l'université, on nous dit sujet, correction. Ça veut dire que nous donnons les sujets et nous proposons les corrections. Nous ne pouvons pas proposer un sujet qui va, au sorti, les étudiants vous disent peut-être de master que mais qu'est-ce que c'est que ça? Non, c'est trop grave. Surtout que c'est une classe de transition, fin du secondaire pour le début de l'ensuite. Il faut faire très attention. Docteur Luizon Essomba, pour terminer, on termine avec vous. Oui, ça j'allais j'aurais la même réaction en tant qu'enseignant et surtout père de famille. Je dois pouvoir vous indiquer qu'aujourd'hui, on a vécu l'année dernière le même scandale. Vous, supérieur, comment vous allez accueillir ces produits du bac 2021? Je vais y arriver. Vous savez, l'année dernière, il y a eu le même scandale qui se reproduit aujourd'hui. Quelle est la conséquence? La conséquence, c'est que sur le plan international, nos diplômes sont dévalorisés. Vous ne pouvez pas vous imaginer, un bac tchadien vaut plus qu'un bac camerounais. Quand nos bacs sortent d'ici, avec les bacs des autres pays africains, mais nous sommes relégués au dernier plan. C'est pour des choses comme ça.
Vous vous rappelez, à l'époque, on vous parlait du BPC d'Indamjoya. Je crois qu'il peut se retourner dans sa tombe. Quand vous avez un BPC d'Indamjoya, vous ne pouvez pas humer, on ne hume même pas l'odeur de ce qui peut sortir. C'est-à-dire que vous êtes devant une épreuve, vous vous demandez, est-ce que le même processus est changé? Pourtant, c'est le même. Mais qu'est-ce qui peut justifier que, bon, c'est vrai, aujourd'hui, avec la nouvelle technologie, l'information et la communication, les choses peuvent aller un peu plus vite que ça. C'est la raison pour laquelle c'est jalon tout. Quand vous venez dispenser un cours, vous allez vous rendre compte que vous allez encore rentrer dans les détails de la grammaire, de l'orthographe. Oh, ce n'est plus votre c'est-à-dire que juste la première phrase, mais vous tombez des nuls. On ne va pas dire que nos étudiants sont bêtes. Juste la licence en master nous a interdit de reconnaître que nos étudiants sont bêtes. Merci, docteur Luizon Nsomba, d'être venu. Merci, Edouard Fouchivi. C'est toujours un plaisir, Serge, surtout sur votre plateau. Voilà, merci beaucoup. Merci, René. C'est moi qui vous remercie, surtout la qualité des intervenants. Ouais. C'était une émission vraiment très préparée. Merci, Charles, d'être venu. Merci, Serge. Voilà, ça, je voudrais peut-être dire un bon sens au premier adjoint préfectoral de Mora, qui est l'inconditionnel de ce programme. C'était un clin d'œil. Il est content de regarder à Mora. Ça c'est bien. Et monsieur Nilpat et son épouse aussi. Voilà, madame, monsieur, nous sommes donc arrivés au terme de ce numéro qui nous soit. On se retrouve demain, 19h. Bonsoir, Mora.